Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. Alors là, il y a les deux dames du village qui sont avec un âne qui porte tous les sacs. Hello, Julie. Julie. Ils vont décharger l'âne de tous les sacs qui sont sanglés et le mettre dans le pick-up. Bon, Tarpa, aujourd'hui, là, changement de programme apparemment, on fait quoi On a reçu une nouvelle depuis Lé, qu'il y a des panthères avec des proies. Ah oui, il y a Avec une des proie, proies. une panthère sur une proie. Oui, donc comme ça, on avait changé tout notre programme pour aujourd'hui. Oui, d'accord, donc on va voir là-bas, parce que c'est vrai que la panthère, elle reste longtemps, quand elle a tué une proie, elle reste dessus un moment. Yes, voilà. yes, exactement, c'est ça. Ouais, donc on va pouvoir, on espère que ça va marcher. Ça va marcher. Yeah, bye bye. Take care. See you. Bye bye. Suite du récit de voyage d'un groupe de naturalistes au Ladakh, en Inde du Nord, au mois de mars. Un voyage monté par l'agence Amarok Esprit Nature et encadré par des Ladakhis spécialistes de la faune de l'Himalaya. Un voyage est toujours fait d'aventures et d'imprévus. Aujourd'hui, un changement de programme s'impose. Le groupe de naturalistes se déplace vers d'autres montagnes plus propices à la rencontre de la panthère. Il s'agit de tenter sa chance. La mythique panthère des neiges, deuxième partie. La panthère et les loups. Laurent. Donc là, on a rejoint la vallée de l'Indus et on part plein ouest, direction Srinagar, Cachemire. Et on va sur un village qui s'appelle Emis, mais qui n'a rien à voir avec le parc national. Donc là, on monte en altitude. On a l'impression d'aller au bout du monde là. Ici, le bout du monde, c'est au bout des montagnes enneigées, en altitude où pourtant vivent des animaux dans des conditions extrêmes, comme le bouquetin de l'Himalaya, dans une haute vallée isolée. Boulet, c'est une vallée qui est à quelle altitude? Autour de 4000 km. Tarpa. 4000, oui. Et en ce moment, on est dans les vallées de Spango pour observer le bouquetin Himalayan Ibex. Et c'est un cirque de grès ou granitique assez rougeâtre avec parsemé de neige avec des sommets alpins là-bas au fond. Parfait pour le bouquetin. Oui, Dominique. le bouquetin, c'est vraiment un spécialiste du rocher, quel qu'il soit. Par contre, il n'est pas du tout à l'aise en éboulis, par exemple. Donc, il va préférer avoir des pentes de rochers stables. Et c'est vrai que là où il arrive à grimper, à cause de son anatomie spéciale, nul autre être vivant peut le suivre, quoi. Et notamment pas les prédateurs. Donc, c'est ce qui lui permet d'être très économe en matière d'énergie. Quand il est poursuivi, hop, il va se percher de 10 mètres, il va regarder son ennemi, et puis tranquillement, quoi. Voilà.
qu'ils ont leur spécialité anatomique, c'est le sabot qui est mou et qui a la texture d'un chausson d'escalade, donc qui leur permet d'aller dans n'importe quelle paroi. Leur puissance aussi des membres qui leur permet de se hisser sur le moindre gratton, comme fait un grimpeur finalement, par rapport au mouflon ou au chamois qui va lui plus bondir. Là, on a un animal qui est puissant et qui peut faire véritablement de la grimpe, quoi. Et ça, on le retrouve que ce soit ici en Himalaya à 4-5 000 mètres, jusqu'au bord de la mer, ou même en Éthiopie, c'est même en dessous du niveau de la mer qu'on peut avoir ces espèces-là. Pour eux, l'important, c'est d'avoir du rocher. Bon, là, c'est magique d'avoir ces montagnes. En plus, la couleur de la roche là, qui est rousse, rosée un petit peu, avec dans ce blanc, c'est magnifique. Là, on est monté à mi-pente. Ça souffle un peu à cette altitude. Et c'est pour s'approcher des bouquetins qui sont maintenant franchement pas très loin. Ils sont en train de gratter dans la neige pour se nourrir. Mireille. Pas mal de gros mâles, peu mélangés. Il y a des petits, des femelles. Ils avancent tout doucement là dans la neige. Ils sont tranquilles. Ils mangent les petites touffes d'herbe qui dépassent de la neige. Ah, alors on va revenir dessus. Ils font quoi? Qui se Bataille? Qui se bataillent un peu, ouais. Ouais, puis c'est calme. Ils sont tranquilles. Bon, on a quand même pu les approcher. Il y en a un qui s'est couché, là, ils vont ruminer, là, il va se mettre à ruminer. Ouais, c'est l'heure. C'est quand même fou l'adaptation parce qu'on est en altitude et ils grattent la neige pour trouver 3 brindilles d'herbe. Ouais, je sais pas, il a l'impression qu'il mange les brins d'armoise. Ouais. Oui, ceux du bas, là, ils sont fixés sur nous, les vieux, ils s'en fichent un peu. Ah, je sais pas. À cet âge-là, c'est quand ils ont juste des petites cornes comme ça. Difficile à dire. Alors on arrive au col de Saiman Changla, 3800 mètres d'altitude. Il y a déjà une bonne dizaine de voitures. Et au col il y a des drapeaux à prière. Et selon Tarpa, c'est là que est le poste d'observation pour la faune locale. Il n'y a pas l'air de faire très chaud. Donc plein de voitures au col, presque un embouteillage. Alors là, il y a une série de longues vues avec des gens assis. Et voilà, on est arrivé. Au col qui domine un vaste versant rocheux, là où une panthère des neiges a été vue près de sa proie, surprise, il y a une petite foule d'observateurs équipés d'appareils photo et de super téléobjectifs.
Alors, il suffit d'aller plus loin pour retrouver le calme et la discrétion devant l'animal. L'observation de la panthère des neiges. Une femelle de bouquetin. C'est la proie de la panthère. Elle l'a tuée cette nuit, probablement. Elle l'a tuée. Elle vient de sortir de derrière le rocher. Ok. Elle avance pas à pas, mais on voit qu'elle nous regarde quand même. Elle hésite un petit peu. Elle regarde à droite, à gauche. Là, elle s'assied. Là, on a trouvé la carcasse qu'elle a tuée pendant la nuit. Oh, elle arrive magnifique. Et elle revient manger dessus. A priori, elle l'aurait tué, ça. Mais là, c'est pas mal. C'est ce que je rêvais de faire comme photo. Fais puis observation. Parce qu'elle est pas que sur sa proie. Elle s'approche. Elle chasse les billes. Elle tourne. Elle vire. C'est trop bien. La panthère ne reste jamais très loin de sa proie. Une proie qui est aussi convoitée par une autre panthère et des loups qui rôdent dans les parages. Christophe. On est déjà dans un milieu qui correspond plus à ce que je me faisais à l'idée de voir une panthère. Et là, on est sur une montagne un peu désertique avec des pierres rouges. Et voilà, c'est cette bestiole juste plantée au sommet d'un rocher qui est allongée. C'est assez impressionnant. Dominique. On est pas mal, on est proche et là, voilà, ça correspond à la carcasse d'hier qui a été légèrement déplacée, mais il y a déjà un loup dessus qui l'a empoigné de belles dents, qui la tire. Et l'autre qui arrive, c'est des morceaux par rapport à ceux qu'on peut voir en France. J'ai l'impression que, c'est peut-être les poils là qui sont bien touffus, mais c'est des belles bêtes en tout cas. Et ils s'occupent bien de dévorer la proie. Et ils font pas de chichi là du coup. Après, il y en a un qui s'éloigne un peu, l'autre qui continue. Ils essaient de charrier la proie, mais elle est quand même lourde a priori. Et là, du coup, elle s'est fait un peu avoir par les loups qui lui ont consommé une grande partie de sa proie. Donc, et là, les spotters sont en train de nous signaler que la panthère semble arriver. En tout cas, les loups sont en train de quitter, de filer vers le bas. Bon, la panthère est en haut, elle observe, elle s'est couchée, elle est vraiment sur un promontoire avec la vue de tout le versant. Mais ça, c'est quand même assez unique de pouvoir voir comme ça une interaction entre des prédateurs de clé de voûte de la chaîne alimentaire comme ça, dans ces milieux. Magique. Parce que là, elle est tout là-haut sur la crête rocheuse. Et c'est marrant, on voit bien son menton blanc. Là. Rodolphe. Là, elle baille. Oh non. Ah, on a même vu ses dents. Là. Elle se lève. Mais c'est... T'as vu la couleur de... Ouais. On dirait une couleur de boa, quoi. Hein, la queue, là. Mais là, pour l'instant, je suis la panthère qui descend. Tranquillement. Oh putain, qu'elle est belle. Ah, ça y est, là, elle a décidé de descendre. Pour la troisième et dernière partie du voyage, le groupe file au sud-est du Ladakh, sur les hauts plateaux désertiques du Changtong, proche du Tibet voisin. Olivier. Alors là, on sort de Hanlé, qui est situé dans une immense plaine, et on est entouré par les montagnes enneigées tibétaines. Et là, on continue notre route à la recherche, entre autres, du Chat Palace.
des paysages grandioses. On est à 4200 mètres d'altitude, une large plaine avec des sommets, c'est immense. Je découvre moi ce milieu, mais c'est fabuleux ici. On a les grands sommets himalayens, on a un désert sablonneux à 4000 mètres d'altitude, complètement ouvert, et de savoir qu'il y a de la vie qui se développe là-dedans, c'est quand même quelque chose. Et à la recherche du chat de Pallas, et là il y en a un qui a été trouvé. Il est un petit peu loin, mais on voit bien que c'est un chat et on le reconnaît. Un chat de Pallas, c'est un félidé de très haute altitude. Il vit entre 4000 et 5000 mètres. Et puis c'est vraiment un animal à la fois un peu comique et adapté à des milieux extrêmes. Non, il va chasser en fait des souris, des pikas, les rongeurs du plateau dans des milieux qui sont complètement ouverts. Et évidemment, n'importe quel animal le voit arriver. Donc il a des stratégies de chasse où il a les oreilles qui sont complètement plates par rapport au niveau de sa tête. Il va avoir des mouvements saccadés parce que les êtres vivants perçoivent bien les mouvements. Par contre, quand il y a des arrêts, des sortes d'arrêts sur image, voilà, il a des chances de ne pas être vu. Et il fait comme quand nous, quand on était petits, on jouait à 1, 2, 3 soleils. C'est-à-dire, hop, il s'approche, on le regarde, tac, il s'arrête, après il se rapproche, etc. C'est comme ça sa stratégie de chasse, quoi. Stéphane. Des camions, un convoi militaire qui passe à côté là. Donc ici c'est quand même une zone qui est proche de la frontière chinoise, tibétaine. Et donc il y a des casernes militaires un peu de partout là. Et c'est vrai qu'on est entouré dans des zones où il n'y a rien, en fait on voit absolument rien. Puis d'un coup on a un campement militaire qui est là, qui sont basés là. Et on est dans un désert là actuellement. Donc c'est le plateau du Changtang. Tu cherches quoi comme espèce? Le loup. La meute de loups. Hier ils étaient 7. Aurélie. Probablement des jeunes. On a vu 2 jeunes s'amuser pendant plus de 30 minutes. Ils ne se sont figés que lorsque les adultes se sont mis à hurler, tous ensemble. Il y en avait 2 qui étaient l'un à côté de l'autre, museau face au ciel. Et là, à ce moment-là, les jeunes se sont arrêtés comme si ils n'avaient pas le droit de faire des bêtises à ce moment-là. Et ils sont passés très près de nous. Ils sont passés également à quelques mètres de 2 ânes qui étaient là, mais qui n'ont quasiment pas bronché. C'est assez étonnant de voir cette interaction courtoise. Mais c'est vrai que c'est des moments qu'on n'oubliera pas et qui marquent une vie. Ah, c'était assez spectaculaire, oui. Ils sont tous passés devant. Puis à un moment, il y en a un qui était couché, qui s'est levé et qui a commencé à s'approcher. Et les autres ont suivi après. Ah ouais, c'était spécial là, de les voir venir vers nous. Ouais. Et pourquoi observer un animal, ça prend aux tripes? Comment l'expliquer, j'en sais rien. Moi, les hurlements, ça prend aux tripes, tu vois, ça fait vraiment vibrer. Rodolphe. Et c'est un truc qu'on a au fond de nous, tu vois, ce hurlement de loup. Comme si c'était inscrit dans notre ADN. Alors ça paraît un peu farfelu, mais... Et moi, c'est vrai que les quelques fois où je les ai entendus, franchement, ça résonne dans le poitrail.
Stéphane. Après avoir fait un long parcours dans des pistes et même dans des cheminements incroyables, dans les montagnes en fait. On passe même des rivières carrément gelées, glacées, avec les 4x4. Et on est des grosses altitudes, 4008, 5000. Et là on s'est arrêté, on a de la chance, on a pu observer un petit groupe d'argali. C'est le plus gros mouflon d'Asie, quoi. Il est assez foncé devant et il a les cuisses claires, plutôt blanches. Ça fait un contraste comme ça. Les gros mâles, ils ont des grosses cornes torsadées. Et la hauteur, il est 2 fois plus gros que le fameux Blue Chip. Et je pense que pour vivre dans des endroits aussi rudes, il faut être gros, quoi, pour survivre à l'hiver. Moi, ce qui m'épate, c'est la ressource. Et dès qu'on regarde au sol, on voit des pierres et des touffes. On voit une touffe tous les 100 mètres, quoi. Donc, pour ces bêtes-là, ça doit quand même être dur. Au col, à 5300 mètres d'altitude, il y a un troupeau de chèvres pashmina avec 2-3 éleveurs et un peu plus loin un troupeau de yaks. Et tout autour, il y a des sommets à 360 degrés. Soleil splendide, ciel pur, bleu, profond. Il n'y a pas de limite. Le sol, c'est du sable. Sandrine. Du sable et des cailloux. Encore plus surprenant, il y a des animaux qui vivent, y compris des tout petits passereaux. Je comprends pas. Je comprends pas comment ils arrivent à survivre ici. Voilà, donc du coup, j'apprends à peu près chaque minute. Et ça, c'est super chouette. Et je suis vraiment ému d'être là. Dominique. Sur les hauts plateaux du Shangtiang, là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est un univers de très haute altitude où on dirait que, c'est minéral, au départ, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il y aura de la vie là-dedans? Mais oui, et on pourrait presque imaginer que chaque pierre... elle a un esprit, une spiritualité qui murmure, qui crée la vie, qui parle un peu aux animaux et qui donne un bruit de fond, finalement un bruissement de vie qui est là-haut. Et moi, ça m'a vraiment touché, quoi. Le désert des hauts plateaux du Changtang est l'espace infini du vide, qui nous remplit et nous fait ressentir une forme de recueillement, de sérénité. Observer l'animal sauvage dans ces paysages grandioses de l'Himalaya n'est pas sans conséquence sur soi. Il y a une leçon là-dedans, une leçon en soi-même. Alors, ce voyage, en fait... Mireille. Ouais, ça m'a apporté des émotions. D'ailleurs, je crois que j'étais là à dire « Waouh, c'est pas possible, waouh, waouh ». C'est de voir des animaux qui sont beaux, déjà. Peut-être le fait aussi que ce soit pas facile à voir. Là, la panthère des neiges, il y a le côté un peu mythique aussi. Il faut la chercher, puis c'est venu progressivement dans le voyage. Il y a le côté un peu mystérieux, je pense aussi. Mais oui, en vieillissant, je suis de plus en plus patiente et je prends de plus en plus de plaisir à scruter, à chercher, à observer. Oui. Aurélie. Le lien que j'ai avec la nature, ça passe par les sensations. La cloche du moulin à prière de Rumbach, qui retentissait plusieurs fois par jour, en alternance avec le braiement de l'âne. Ça, c'est des sons qui marquent. Cette thérapie, elle passe par une espèce de relaxation, de pseudo-hypnose qui passe par les sensations, un peu comme une méditation au sein de la nature.
Dominique. Rencontrer la panthère des neiges, tout le monde en rêve. Et c'est vrai que finalement, avec du recul, on s'aperçoit de la valeur que ça a. C'est la difficulté pour y accéder. C'est-à-dire que y aller sur une aventure naturaliste solitaire, c'est voué à l'échec. C'est même pas la peine d'y penser. Là, ça demande une équipe, des gens locaux qui connaissent l'animal, qui peuvent nous y accompagner. Finalement, il y a aussi cet esprit de groupe pour accéder à cet animal mythique. Et moi, c'est quelque chose qui m'a apporté une dimension supplémentaire au fait d'avoir vécu ce moment exceptionnel, quoi. Plus il est exceptionnel, plus ça me touche, parce que on est peut-être quand même gardien d'un certain respect, d'une certaine perpétuation de la vie, quoi. Stéphane. Tout le vivant qui nous entoure fait partie de nous. Donc on ne peut que vivre ensemble. Pour moi, il n'y a pas d'alternative. Et malheureusement, chez nous, c'est pas le cas. Et ici, c'est une grande leçon de cette vie. On serait dans un sens milieu sans l'humain. Je pense que ça serait pas la même chose déjà. Parce que si on fait que rencontrer les animaux et qu'on n'a pas la rencontre avec les gens qui habitent autour, ça n'a pas de sens. Et le sens, c'est de savoir comment habiter et cohabiter surtout. Rodolphe. Après, ce qui est émouvant quand on voit ces bêtes dans la nature sauvage, surtout dans cette rudesse de milieu, tu vois. La ressource alimentaire, elle est dispersée, elle est rare, et tu vois ces animaux qui vivent dans le froid, qui arrivent à survivre, à se reproduire, à vivre, à faire leur vie, c'est incroyable. Moi, ça me bluffe. Olivier. Alors le moment moi où j'ai ressenti le plus d'émotion, je pense comme beaucoup, c'est quand on a pu observer la panthère durant 3 jours d'affilée. Il y a une espèce de beauté qui se dégage de ce qu'on voit tout simplement. Mais moi j'ai pas pu retenir mes larmes, c'était impossible. Sébastien. Mais au final c'est vraiment de pouvoir observer le monde sauvage et la nature sans avoir la certitude que je vais voir quelque chose en fait. Donc ça me met dans un état d'esprit peut-être un peu presque méditatif. Sandrine. Il faut absolument protéger cette vie sauvage et réutiliser ce calme, cette immensité, cette beauté pour retravailler moi-même justement le rapport à la nature, le rapport au vivant, et y compris le rapport au minéral, et d'une façon générale la façon dont on peut vivre sur cette planète. Merci sincèrement à Bertrand Carrier de l'agence de voyage Amarok Esprit Nature pour le parrainage du podcast, et à Stanislas Wroza pour l'accès à la sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle. Nos remerciements chaleureux à Mireille, Stéphane, Dominique, Rodolphe, Sandrine, Aurélie, Sébastien, Christophe, Olivier et Tarpa, Punchok et l'équipe des spotters Ladaki. Cet épisode est enregistré et réalisé par Laurent Sistac avec la voix de Zora Descrivelles et les musiques Audio Network. Une production La Belle Échappée.